Bonsoir, c'est une image qui a bouleversé la planète. La cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie. Voir partir ça en flammes, c'est terrible. C'est extrêmement violent. Nos équipes étaient dès les premières heures du drame auprès de tous ceux qui se sont battus pour sauver ce trésor de Paris. C'est un des plus beaux monuments dont j'ai eu à m'occuper depuis le début de ma carrière, si ce n'est le plus beau pour moi. Les orphelins de Notre-Dame, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Ce soir, nous enquêterons aussi sur un compteur électrique qui fait disjoncter des milliers de Français. Installations forcées, factures qui parfois s'envolent. Le petit boîtier vert Linky soulève toujours un vent de révolte. Enfin, nous partirons au Rwanda à la rencontre de femmes courageuses. Elles sont chefs d'entreprise, députées ou artistes et elles ont réussi à reconstruire le pays 25 ans après le génocide. Un enfer de feu au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces images ont ému le monde entier. Ce joyau du patrimoine qui a résisté pendant plus de 850 ans à tous les soubresauts de l'histoire est aujourd'hui fragilisé comme jamais. Plus qu'un monument, c'est comme un être cher pour tous les Français. Un symbole, un repère, que l'on soit chrétien ou pas. Certains partagent même une partie de leur vie avec l'édifice. Guides, conservateurs du patrimoine, passionnés d'art ou riverains, ils ont tous perdu un peu d'eux-mêmes dans la catastrophe. Ils rêvent aujourd'hui de reconstruction. Les orphelins de Notre-Dame, c'est un reportage de la rédaction d'Envoyé spécial, récit signé Pierre Monégier et Emmanuel Lejeune. C'était le 11 avril. 4 jours avant l'incendie. Dans les entrailles d'un chantier hors norme. Une opération à cœur ouvert pour la Grande Dame. L'envol de ses protecteurs. 16 statues de cuivre de 150 kilos. Depuis l'échafaudage le plus impressionnant de Paris. C'est beaucoup de pression. Il n'y a pas tant de pression que de la passion et finalement vivre une étape comme ça sur une cathédrale telle que Notre-Dame de Paris, c'est un moment assez inouï et inoubliable dans une vie. Personne n'imagine alors que le feu prendra ici, sous les combles. Mais déjà le balai des grues attire en masse les Parisiens. Un brin inquiet. Comme toujours, lorsqu'on touche à leur cathédrale. Quand on est un vrai Parisien, on aime forcément Notre-Dame. On est dedans, et puis Notre-Dame, c'est pas n'importe quoi. Hein. Je suis très attachée à l'art et en particulier à la cathédrale de Paris. J'espère que je serai encore vivant pour voir la remontée. On se soucie des statues. En réalité, les 12 apôtres et 4 évangélistes doivent leur salut à cette restauration. Une cure de jouvence miraculeuse. À 4 jours près, ces colosses fondaient dans l'incendie, leurs 2 tonnes de métal éventrant davantage encore l'édifice. La cathédrale avait résisté aux guerres et révolutions. Privée de ses anges gardiens habituels, lundi, peu avant 19h, elle a soudainement rappelé dans le ciel de Paris qu'elle était vivante et donc mortelle.
qu'elle pouvait rendre tout un peuple orphelin. Qu'il lui faudra toujours de nouveaux protecteurs. Car Notre-Dame est bien vieille, mais n'en déplaise aux poètes, elle n'enterrera peut-être pas Paris qu'elle a vu naître. Tous s'embrassent. Il aurait fallu sonner le bourdon face à la catastrophe. Mais hormis quelques sirènes, c'est dans un lourd silence que les regards se tournent vers l'île de la Cité. Que des milliers de personnes accourent jusqu'au parvis, jusqu'au kilomètre zéro, celui qui relie tout un pays. Ici, le calme est trompeur. La façade ne laisse presque rien voir du brasier qui consume Notre-Dame. Il faut connaître le monument intimement pour saisir ce qui est en train de se jouer. C'est le bois du haut qui tombe vers le bas. Il tombe comment? Il tombe comment? Il tombe par où? Il tombe par sous le buffet d'orgue, ça va par derrière. Ça doit tomber en dégoulinant parce qu'ils envoient de l'eau là. Ils envoient de l'eau dans la tour pour noyer, pour que les bouts de cloche ne brûlent pas. Olivier de Chalut est l'un des gardiens de la cathédrale. Il est aussi ingénieur en bâtiment et dirige bénévolement tous les guides de Notre-Dame. Il y a 900 ans qu'on avait réussi à la conserver et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait 10 ans que je regarde toutes ces pierres, que je regarde ces pièces de bois, que j'essaie de comprendre ce qu'elles nous racontent du passé, et que j'essaie de comprendre ce qu'elles nous racontent des édifices, et que on ne sait pas ce qui reste. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'est affreux. Notre-Dame, c'est un peu ma maison, c'est un peu chez moi, c'est là où je me sens bien, c'est mon église, c'est ma paroisse, c'est l'endroit où j'ai mes amis, c'est tout ça. Le périmètre est bouclé. Olivier ne peut contourner l'édifice. Mais il n'a pas besoin de voir de ses yeux. Il connaît suffisamment, hélas, la structure de Notre-Dame pour deviner ce qui va suivre. L'embrasement de la charpente. L'effondrement de la flèche. « 750 tonnes de poutres et de plomb qui s'abattent de 96 mètres de haut. La flèche transperce le cœur de Notre-Dame. Les heures s'écoulent. L'incendie reste hors de contrôle. 400 pompiers sont mobilisés. Un drone de la police survole la cathédrale pour les orienter vers les nouveaux départs de feu, mais les flammes sont partout. Abasourdie, la maire de Paris découvre cette fournaise en croix. C'est terrifiant. Ça va être une bataille encore pendant des longues heures pour sauver ce qu'il y a à sauver, notamment les deux tours. Il a résisté à tout. Je ne pensais pas qu'on vivrait ça. Le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Chauvet, rejoint la maire de Paris. Et on va dire à Mathieu. Inquiet non seulement pour les murs,
mais aussi pour les nombreux trésors qu'abrite la cathédrale. Le cœur est à peu près sauvé. Le trésor n'est pas touché. Mais l'orgue, sûrement pas. L'orgue, sûrement. Ah bah l'orgue, bien sûrement. Non, c'est terrible. Ça fait partie de l'histoire, vous comprenez. Donc voir partir ça en flammes, c'est terrible. Quelles sont les priorités justement à conserver? Tout ce qu'on peut sauver. Ils ont ciblé une douzaine d'œuvres majeures à évacuer en priorité. Il faut organiser le sauvetage avec les pompiers. Le général des pompiers demande de l'aide pour la phase de sauvegarde du patrimoine qui va avoir lieu à partir de minuit. Oui. Et il dit on a besoin de personnes qui nous indiquent quelles œuvres sauver, etc. Jean-Pierre, il y a Laurent Prade. Pour guider les soldats du feu, un conservateur et le régisseur de la cathédrale vont braver les flammes. Atteindre la chapelle, où sont conservées les reliques les plus précieuses. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie, surveille leur évacuation. Nous suivons très attentivement le transfert des œuvres, qui était notre préoccupation du moment. Dans des conditions baroques, mais il s'agit des pièces les plus exceptionnelles de la sacristie. Donc il y a quand même certaines œuvres qui ont pu être sorties du bâtiment. Voilà. Conservateurs et policiers sont chargés de mettre à l'abri ces œuvres fragiles. La mairie propose de les héberger à l'hôtel de ville, à 2 pas de la cathédrale. Il est minuit passé, Anne Hidalgo rejoint son bureau qu'elle a quitté quelques heures plus tôt en catastrophe. J'ai vu de la fumée d'abord, une fumée qui sortait. Vous étiez donc là ? Dans mon bureau qui est là, il est éteint, il est au 2e étage. On a immédiatement évidemment appelé les pompiers pour voir si c'était déjà signalé. Et donc vous l'avez d'abord vu par la fenêtre avant la fondre. Bien sûr. Vous avez ressenti quoi? C'est une angoisse parce que là, c'était vraiment une fumée quand même épaisse. Il n'y avait pas encore de flammes. Après, on a commencé à avoir des flammes. On est parti immédiatement pour rejoindre Notre-Dame. Dans la pénombre, les agents municipaux déchargent les dernières œuvres sauvées de Notre-Dame, qui rejoignent celles arrivées peu auparavant. Le ministre de la Culture, Franck Riester, accompagne Anne Hidalgo autour de ces reliques plus que centenaires. La tunique de Saint-Louis, comme a dit Monseigneur Chauvet. Un patrimoine unique. La couronne d'épines du Christ, la tunique de Saint-Louis. Et le clou, ça n'a pas de prix. Et ça, c'était une des grandes angoisses tout à l'heure, d'imaginer que ça puisse disparaître. À l'idée qu'il puisse partir en fumée, une femme ne peut retenir ses larmes. Marie-Hélène Didier, conservatrice des monuments historiques. Depuis 8 ans, c'est elle qui a la charge des œuvres de Notre-Dame. Ah, Paul Lévy, dans mon coffre, ça tient. Ouais. On va. Ouais, ok, très bien. D'accord. Très bien. Une solution d'urgence pour les mettre à l'abri. Le coffre-fort de la mairie de Paris, avant que les œuvres ne soient transférées au Louvre. Merci. Sauvé. Merci beaucoup. Merci. Quelques-unes sont sauvées. Il en reste des centaines en péril sous les flammes. La cathédrale tout entière menace maintenant de s'effondrer. Pour les chrétiens, c'est justement la Semaine Sainte. Celle de la mort, puis de la résurrection. Au bout de la nuit, leurs prières sont exaucées. La cathédrale ne s'effondre pas. Les passants finissent par rentrer chez eux.
emportant souvent des cendres, des restes de poutres calcinées. Nouvelle relique des Parisiens. Il est plus de 2 heures du matin. Olivier, lui, est toujours là. Cela fait 7 heures qu'il piétine ici, incapable de quitter sa dame calcinée. Il faut qu'on arrive à réouvrir les portes au public, ça c'est important. Parce que c'est la vocation de l'édifice. Ah, mais moi je donnerais tout pour participer à sa reconstruction. C'est mon métier de faire des travaux. J'ai fait toutes mes études de recherche sur cet édifice. Je le connais sur le bout des doigts. Je viens d'écrire 500 pages sur son histoire. Ça fait 10 ans que j'y travaille. Enfin, moi, si j'ai un souhait aujourd'hui, c'est de faire quelque chose pour elle. La mission, pour certains, est déjà accomplie. Ils ont même regagné leur caserne, comme si de rien n'était, prêts à recommencer. Héros discrets de ce qui pour beaucoup fut un miracle. Clément Lamouille est lieutenant chez les pompiers de Paris. Lorsque l'appel retentit ce lundi soir, il comprend immédiatement que cette sortie-là n'est pas tout à fait comme les autres. En partant sur l'intervention, en fait, je suis dévasté intérieurement. Parce que je me rends compte de ce qui se passe, c'est dramatique. On a une catastrophe nationale, historique, culturelle. Nous nous retrouvons sur le parvis pour recevoir la mission. Il y a une pluie, littéralement une pluie de flammes, dans le sens où il y a des braises et des escarbilles qui volent partout sur le parvis. Et l'espace d'un regard, on comprend tout de suite que c'est une catastrophe. Sur le parvis, il y a 2 tours. Je m'engage dans une de ces tours en premier. Il y a près de 50 mètres à monter, en courant, avec le matériel qui est très lourd. Une fois les portes enfoncées, nous avons un visuel sur la charpente de l'église, totalement embrasée et des flammes d'une dizaine de mètres de haut. Finalement, vous arrivez sur un feu particulier, c'est un énorme brasier, mais il n'y a pas de vie à sauver. Il n'y a effectivement pas de vie à sauver, mais on se rend compte qu'il faut sauver la culture et le patrimoine français, l'histoire de France. Pour vous, c'était carrément l'histoire? En partie, oui. Derrière ces murs, c'était en effet près de 1000 ans d'histoire de France. Un lien direct avec des générations d'architectes, de tailleurs de pierre. Les poutres d'une forêt médiévale au service de la charpente et des vitraux du XIIIe siècle d'une valeur inestimable. Et voilà ce qu'il en reste. Une voûte effondrée. Une cathédrale éventrée. L'ingénieur passionné de Notre-Dame, Olivier, reste au seuil de sa maison, incapable d'aller plus loin pour l'instant. Vous avez peur de ce que vous allez trouver? Oui, probablement, ouais. J'ai vu, je vais y aller, je pense que j'irai pas tout seul en fait. Sur le parvis, il croise par hasard un autre orphelin de Notre-Dame. Bonjour Philippe, je pense à vous. Et je suis là... Petit bébé là, tu vois, il est malade le bébé. Et hier, ils ont été... C'est Philippe Villeneuve, l'architecte en charge des travaux de Notre-Dame. Écoute, on va... À plus. On va œuvrer maintenant, ça y est. Ouais, je suis... En tout cas, merci. Je pense à toi. Mais pleure pas, t'inquiète pas. Non. La charpente quasi millénaire qui a tant fasciné Olivier est carbonisée, éparpillée. Du charbon de bois, il y en a partout. C'est un bout de ma forêt, ouais. La forêt de mon église. Sa forêt, son église, toujours interdite au public. Laurent Prade, le régisseur, lui, a ses accès, mais il doit faire vite.
L'enjeu de la journée, c'est que dans la nuit, on a sauvé en fait l'essentiel des œuvres majeures. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on sauve tout le reste. Voilà. Puisque s'il n'y a plus réellement un problème de sécurité incendie, il y a des problèmes de sûreté et de conservation des œuvres. Et du coup, l'idée, c'est qu'on évacue l'ensemble des œuvres. Il y a urgence ? Il y a urgence, oui, parce que comme une partie de la voûte est percée, on ne peut pas laisser les œuvres dans des conditions de conservation qui ne sont plus bonnes. Il reste 2000 œuvres à évacuer, menacées par l'eau qui a éteint l'incendie. Le chœur de la cathédrale n'est toujours pas accessible. La sacristie, épargnée, est-elle en plein déménagement dans des conditions périlleuses. Dans la pénombre, faute d'électricité, une dizaine de conservateurs emballent ce qu'on appelle le trésor de Notre-Dame. Des centaines d'objets liturgiques, calices, encensoirs et ciboires, conservés depuis des décennies. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est tous les objets qui servent pour les cérémonies tout au long de l'année, de même que les objets qui sont présentés dans les vitrines du trésor, qui aussi servaient pour les célébrations tout au long de l'année. Ils sont innombrables. C'est à proprement parler inestimable. Voilà. C'est là où ce mot prend tout son sens. C'est absolument inestimable. D'ordinaire, c'est dans ces vitrines que les visiteurs découvrent les reliques. Pour manier ces objets délicats, déplacer ces œuvres parfois lourdes, des restaurateurs d'autres monuments nationaux ont été réquisitionnés en urgence. Il y a des belles pièces à conserver. On n'a pas le temps de les regarder trop. C'est ça qui est marrant. Vous êtes habitué à Notre-Dame? C'est la première fois? Non, moi c'est la première fois dans Notre-Dame. Au milieu des cartons, nous retrouvons Marie-Hélène Didier. Je crois qu'au début, il y a encore beaucoup de place dedans. De toute façon, le but, c'est de remplir les... Voilà. C'est de remplir on laisse les camions l'ouvrant. Et quand c'est rempli, on arrête si on n'a plus de place. Oui. La veille, la conservatrice n'avait pu retenir ses larmes. Aujourd'hui, vous êtes soulagé de voir que quand même la plupart du trésor est conservé? C'est pas la plupart, c'est tout le trésor est conservé. Je précise bien, on n'a perdu rien du tout. Donc, oui, ça met un peu d'optimisme dans cette ambiance qui n'était quand même pas très facile hier soir. C'est un lieu qui est magique, passionnant, riche d'histoire, riche en architecture, riche en objets, riche en décors, riche en tout. Et elle représente quoi pour vous? C'est un des plus beaux monuments dont j'ai eu à m'occuper depuis le début de ma carrière, si ce n'est le plus beau pour moi. Un monument unique. À Notre-Dame, il suffit d'ouvrir un tiroir pour déballer un pan de notre histoire. Ici, en fait, ce ne sont que des ornements historiques. Il y en a qui ont été offerts par Charles X, par Louis-Philippe, par Napoléon III. Donc là absolument, dans ces placards, c'est que des pièces historiques, voilà, qui ne servent plus aujourd'hui pour les liturgies, mais qui font pleinement partie du patrimoine majeur de la cathédrale. S'ils restent là, l'humidité risque de gravement les endommager. Voilà, là on est bon. On finira de vider les objets demain. Avec le reste du trésor, ils vont prendre la direction du Louvre. Va nous manquer Notre-Dame. Il y en a à qui Notre-Dame manque déjà. Elle n'a pas disparu, mais sa silhouette n'est plus la même. Cette vue, aujourd'hui, n'existe plus. Pendant plus de 150 ans, la flèche signée Viollet-le-Duc indiquait le cœur de Paris,
Les riverains doivent maintenant s'habituer à un nouveau paysage. J'habite ici depuis 33 ans. Je me suis dit que c'est pas possible, elle n'est plus là. C'est hallucinant, je ne peux pas imaginer. Donc, même ce matin, je ne pouvais même pas le regarder. Je suis descendu dans la rue pour voir derrière comment ça se passe, parce que je me suis dit c'est une catastrophe. Donc, de mon vivant, je ne la verrai pas reconstruire, parce que vu le travail à faire, là, c'est des décennies qu'il en faut. Donc voilà, il continue encore, il lance haut. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'eau qui s'asperge encore, parce que ça peut repartir, un feu comme ça prend plusieurs jours que ça relance. Reinhard Godemer a refusé d'évacuer son appartement lors de l'incendie. Comme hypnotisé par les flammes, il a passé la nuit à filmer le sinistre. J'ai même une vidéo, même des petites vidéos en plus, mais une vidéo surtout. Une des rares vidéos prises sous cet angle, et aussitôt. L'édifice majestueuse. C'était au début que la tour, et ça s'est ensuite propagé d'abord vers l'arrière, dans le chevet, et après la nef devant était atteinte. Ces images inédites sont aujourd'hui en cours d'examen par la police judiciaire. La localisation des premières flammes, leur vitesse de propagation, permettront peut-être d'aider à comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien. Le toit est complètement tombé derrière. Il reste encore un petit bout là, mais la flèche, elle est... je ne vois pas comment elle peut rester encore debout. Avec la flèche de Viollet-le-Duc, Reinhard a perdu un horizon habituel. Donc c'était vraiment une présence. C'était comme un tableau, c'était quelque chose qui était toujours là. Comme on avait toujours, on aurait presque pensé un peu la toucher, juste à côté. C'est un personnage important de votre quotidien. Oui. Lui a perdu une voisine. D'autres, le toit qui abritait leur cœur. La maîtrise de Notre-Dame est aussi vieille que la cathédrale elle-même. « 160 chanteurs de tous âges s'y succèdent depuis le XIIIe siècle. Henri Chalet en est le chef de chœur depuis 5 ans. Là, je suis franchement... voilà, je ne sais plus trop où j'habite pour l'instant. Ensuite, la cathédrale, c'est clairement une seconde maison pour nous, pour les chanteurs, pour tous ceux qui y travaillent. On y est quasiment tous les jours de la semaine, pour les offices ou pour répéter. La maîtrise donne 40 concerts par an et anime tous les offices de la cathédrale. Cette photo, elle est particulièrement émouvante parce qu'on est en fait juste devant l'autel pour les concerts. Et on est juste en dessous de la flèche en fait et de cette voûte qui s'est effondrée. Il a découvert les dégâts grâce à ces images tournées par des pompiers. Et là, on découvre un champ de ruines sur le sol, mais on voit que la Vierge qui date du Moyen-Âge, qui est à côté de l'autel, est intacte. On voit, voilà, on découvre ce toit qui est quand même complètement ouvert, la voûte au-dessus de l'autel où il y avait la flèche. Mais en fait, je suis assez rassuré de voir cette cathédrale qui tient debout sans problème, quoi. Quand on la regarde, là, on n'a pas l'impression qu'elle a subi tant de dégâts. Elle reste digne, elle est élégante. On voit simplement, voilà, quand on la connaît bien, on sait qu'il y avait une flèche, qu'il y avait un toit qui la faisait monter plus haut. Mais clairement, elle a l'air de bien aller. Et c'est ça qui me rassure et qui m'encourage aussi. Le concert le plus important de l'année devait avoir lieu dans quelques jours, à Pâques. Henri doit maintenant trouver un lieu de substitution et rassembler son cœur. Tandis que d'autres puisent dans le passé la force de reconstruire. Alors ça, c'est tout à fait étonnant comme forme. Oui. Hein? Arnaud Timbert a consacré sa vie à l'art de rebâtir des cathédrales. Ça m'a toujours étonné, moi.
Notre-Dame n'est pas la première à voir un incendie ravager son toit et précipiter sa flèche. Ces images de Rouen en 1822 nous paraissent étrangement familières. Oui, probablement. Selon lui, il faut réinventer Notre-Dame. Ce n'est pas un monument historique, c'est un monument dans l'histoire. C'est un monument dynamique, qui n'est pas une cathédrale ni du Moyen-Âge, ni de la période moderne, ni du XXe. C'est toutes ces cathédrales-là. C'est tous les hommes qui ont laissé leurs traces, leurs marques en tant qu'artisans, en tant qu'artistes. Donc autant créer une flèche totalement nouvelle, avec un concours international, avec des matériaux contemporains, puisqu'il ne s'agit plus d'un chantier de restauration, il s'agit maintenant d'un chantier de création. Et si c'était finalement l'occasion d'engendrer une génération de bâtisseurs? De passer de la théorie à la pratique. Ça, c'est la base de mon travail. C'est ma thèse. Olivier de Chalut ne finira peut-être pas sa thèse sur la charpente de Notre-Dame, mais participera plutôt à un gigantesque chantier. Henri Chalet emmènera où qu'il aille le cœur de Notre-Dame avec lui. Dans le Via Crucis de Lys, la page 21, s'il vous plaît. C'est une transition. La cathédrale est malade, mais elle va se reconstruire. La frayeur est passée. Il n'y eut finalement ni victime, ni orphelin. Et pourtant une émotion planétaire, suscitée par une vieille dame qui tenait peut-être seulement à nous rappeler qu'elle est vivante. Bonsoir Alexandre Gady. Bonsoir. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialisé en architecture et engagé dans la défense du patrimoine. Pour vous, en fait, l'incendie de Notre-Dame est révélateur de quelque chose. Oui, c'est un peu l'incendie de trop en réalité, parce que depuis, on s'en souvient, le Parlement de Rennes en 1994 par exemple, sont quand même plusieurs bâtiments importants qui ont brûlé. Alors on sait bien qu'il n'y a pas de risque zéro, mais il y a peut-être aussi une interrogation à avoir sur les processus, sur les protocoles de sécurité. Et donc, regarder de près aujourd'hui, ça me paraît important par rapport à l'état sanitaire de notre patrimoine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on engage des travaux dans un tel édifice historique aujourd'hui en France, on prend clairement des risques? Et si oui, pourquoi? Alors, on prend des risques parce qu'on introduit une nouveauté dans un corps inerte à un moment donné. Et normalement, tout ce que préparent les ouvriers, les architectes, les entrepreneurs, c'est justement d'aller vers le risque zéro. Ouais. C'est ça l'objectif. Alors, il n'y a pas de risque zéro, mais là, on ne peut pas s'empêcher de penser à Notre-Dame, vu la qualité immense de ce patrimoine, qu'il y a quelque chose quand même qui n'aurait pas dû se produire. On ne prend pas assez de précautions. Et si oui, à qui la faute? Alors, on n'en prend certainement pas assez, et même si on en prenait beaucoup, il faut encore prendre beaucoup plus. Et d'une certaine manière, on a envie de dire, dans cette société qui déborde de normes, rajoutons-en quand il s'agit d'un monument historique. Et à qui la faute, donc? On ne prend pas assez de précautions parce qu'on manque de moyens, parce qu'on manque de méthodes? Alors, les méthodes sont toujours améliorables. Nous, ce que nous disons dans la défense du patrimoine depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est que c'est surtout un problème de budget. L'argent n'est pas la réponse à tout, mais dans le patrimoine, c'est une réponse qui est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que d'abord, les budgets doivent être très réguliers d'une année à l'autre. Alors, ils sont plutôt lissés à la baisse depuis une quinzaine d'années. Ouais. Alors, on fait toujours des petites économies de bout de chandelle, sauf qu'à la fin, ça se paye. Il y a une facture qui est présentée par le destin parce qu'on n'a pas fait au bon moment tels travaux, parce qu'en attendant, on a doublé la facture et tout d'un coup, on ne peut plus la quitter. Et donc, ce que nous disons en permanence, c'est que ce yo-yo avec les finances du patrimoine, qui a aussi un impact terrible sur les entreprises des monuments historiques, sur les compagnons, parce que vous ne recrutez pas si on vous dit l'année prochaine, il n'y a pas d'argent, vous n'aurez pas ce chantier. Ouais, et donc, compagnons dont on va avoir besoin, là, très clairement, pour Notre-Dame. Hein. Oui, et on nous dit, il y aura tous les compagnons formidables, mais on ne nous dit pas que pendant ce temps, ils feront donc peut-être pas d'autres choses. Ouais. Parce que Notre-Dame ne peut pas non plus être, si j'ose un mauvais jeu de mots, l'arbre qui cache la forêt. Alors, on constate depuis 4 jours un afflux absolument incroyable de dons. On en est à 1 milliard d'euros. Un sursaut citoyen pour financer la rénovation de la cathédrale Notre-Dame. Ça, c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que finalement, le patrimoine, c'est l'affaire de tous. On est tous touchés.
Oui, c'est aussi un discours qu'on porte depuis très longtemps un peu dans le désert, c'est que c'est populaire, ce n'est pas partisan politiquement, ce n'est pas socialement discriminant, c'est vraiment une cause commune. Moi, ça fait 25 ans que je me bats dans le patrimoine français, dans les associations, dans les administrations. On rencontre des gens de tous les âges, de toutes les catégories sociales. Ouais. Et il y a cette espèce d'élan un peu irrationnel et sympathique qui fait que les gens ont envie du patrimoine. Mais pourtant, les vieilles pierres, ça ne fait pas toujours recette. Vous avez du mal, hein, vous le dites clairement. Ah oui, on a du mal. On a du mal, pas avec les gens, pas avec les journalistes, mais on a du mal avec les politiciens. Parce que pour les hommes politiques, c'est plus facile de faire de l'événementiel, du provisoire, du court terme. J'ose à peine dire ici, les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement à la fois important et très anecdotique dans l'histoire de France. Et pourtant, on vient d'apprendre qu'on calait les travaux sur ça. Alors justement, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que la reconstruction aboutisse d'ici 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'expert en architecture ? Alors moi, j'ai été frappé par cette déclaration que je trouve terrifiante en réalité. On a un président dont on connaît l'intelligence, mais là, il est complètement à côté, vraiment, parce qu'on ne peut pas décréter ça. Aujourd'hui, on ne sait même pas l'état exact sanitaire de la cathédrale. Parce que le feu a été un ennemi, mais maintenant l'ennemi c'est l'eau. Bien sûr. Des milliers et des milliers de litres d'eau qui sont dans les maçonneries, qui vont provoquer des transformations du niveau de l'hygrométrie, qui vont transformer évidemment le milieu avec des champignons, donc, etc. Donc dire les travaux c'est fini dans 5 ans, c'est pas possible. C'est fou parce que d'abord il faut faire un diagnostic, il faut laisser du temps à la réflexion, il faut laisser les experts et plus tard les hommes politiques diront à ce moment-là top départ. Mais on ne peut certainement pas aujourd'hui dire comme ça froidement allons-y pour 105 ans, parce qu'on a compris que c'était les JO, bien sûr. Merci à vous, Alexandre Gady. Merci. C'est un petit boîtier vert qui provoque des colères noires. Le compteur électrique Linky est en cours de déploiement partout en France. 18 millions ont déjà été posés, mais pas toujours dans la sérénité. La filiale d'EDF, Enedis, a beau dire qu'il est intelligent et qu'il va nous permettre de baisser notre consommation d'énergie, parfois le courant ne passe pas entre les usagers et les installateurs. Des particuliers accusent Linky d'être inefficace, installé de force et même de les espionner dans leur vie privée. Des milliers de plaintes ont été déposées et près de 900 mairies s'opposent à son implantation. Les révoltés du Linky, c'est une enquête d'Alice Gauvin, James de Coppen et Sébastien Sega. C'est un petit boîtier en plastique, 19 cm sur 12, qui fait disjoncter des milliers de Français. Allez, on démarre en file indienne. Un compteur électrique qui suscite des marches de protestation, des manifestations hostiles. Il a même sa journée nationale de mobilisation contre lui. Ses opposants refusent qu'on l'installe chez eux. Je ne vois pas l'utilité de ce compteur dit intelligent. Ils accusent Linky de faire sauter les plombs, exploser la facture, parfois même de prendre feu. Ils dénoncent des installateurs pas toujours compétents, trop souvent agressifs. Je commence à discuter avec le poseur qui me dit qu'il est là pour poser et qu'il ne partira pas s'il n'a pas posé. Et ma mère était à l'intérieur, je lui ai dit « appelle la police ». Accusé, Enedis, l'entreprise publique, filiale d'EDF en charge du réseau électrique. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. J'ai bien peur que ce système-là nous fasse augmenter la facture. Aller face à Enedis, c'est un peu compliqué, quoi. On est tout petit, quoi. C'est David contre Goliath. Déjà près de 6000 plaintes déposées par des clients survoltés, qui vont parfois jusqu'à cadenasser leur vieux compteur. Linky, c'est foutu. Le peuple est dans la rue. Des maires aussi s'engagent dans le combat. Ils sont près de 900 à avoir pris des arrêtés ou des délibérations contre l'installation du compteur sur leur commune. La plupart voient en Linky un intrus, un mouchard, un boîtier connecté qui viole leur vie privée. Le vrai motif de l'installation de Linky, c'est bien de pouvoir récolter des données sur notre consommation, c'est-à-dire sur notre façon de vivre dans nos maisons. Linky est-il inutile, dangereux? Ou est-ce une innovation nécessaire mais mal comprise? Qu'est-ce qui électrise les révoltés du Linky? Jean-Daniel et Laurence Saucine font partie des clients, très mécontents. Un jour de février 2018, Linky s'est invité chez eux, sans prévenir. Voilà, le nouveau compteur Linky. On n'était pas là, ça s'est passé un jour qu'on travaillait. On a juste découvert qu'ils avaient mis le compteur.
avec une enveloppe qui était dans notre boîte aux lettres et qui nous indiquait que voilà, on avait le nouveau compteur Linky. En fait, on nous l'a imposé. Alors, il ressemble à quoi ce compteur? Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Pas du tout. Associé, loi, à LQI, statut. On a des messages. Alors là, effectivement, là maintenant, c'est puis appuyé. Là, on comprend plus trop. Non, on ne sait pas trop. Oh là. Pourtant, ce petit écran, c'est la révolution de Linky. Il affiche en direct les kilowattheures dépensés dans la maison. Selon Enedis, c'est le meilleur moyen pour les Français de mieux connaître et donc de réduire leur consommation d'énergie. Un argument qui ne convainc pas Laurence. Il y a déjà longtemps qu'on a réfléchi en éteignant les appareils en veilleuse, la box la nuit, en mettant justement un air creuser plein pour avoir un tarif préférentiel la nuit et tout ce qui est consommateur d'électricité, le lave-vaisselle, la machine à laver, la pyrolyse, l'eau chaude, c'est chauffé la nuit, quoi. Mais on n'a pas besoin de Enedis pour identifier les problématiques et adapter notre mode de fonctionnement pour limiter les consommations d'électricité. Et Linky réserve d'autres surprises au couple. Ils n'ont a priori rien contre ce compteur, parfaitement assorti à la peinture de leur cuisine. Mais le soir même où Linky est installé, avant d'aller se coucher, ils lancent comme d'habitude leur lave-vaisselle pour profiter des heures creuses. Ça y est, c'est parti. Leur ballon d'eau chaude se met lui aussi en route. Et quelques minutes plus tard, toute leur installation électrique disjoncte. Ils l'ont pourtant refaite à neuf en 2011. Avec l'ancien compteur, si vous voulez, on pouvait mettre la pyrolyse, le lave-vaisselle et le chauffe-eau électrique qui fonctionnait donc tous les trois en même temps. Et on n'avait pas de problème avec l'ancien compteur. Donc bon, il n'y avait pas de mystère, hein. Il y avait juste eu ce changement-là. Donc on s'est dit, c'est le compteur Linky. Depuis février 2018, impossible pour eux de lancer leur lave-vaisselle ou leur lave-linge en même temps que leur chauffe-eau. Pour cohabiter avec ce compteur électrique bien capricieux, ils ont donc dû adopter le système D. Maintenant, on le fait chauffer qu'un jour sur deux. Et le jour où on ne fait pas chauffer le cumulus, en début de nuit, on fait le lave-vaisselle. Et en fin de nuit, on fait la machine à laver pour que les deux ne fonctionnent pas en même temps. Laurence et Jean-Daniel ont signalé le problème à Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Ce qu'ils disent, mais on n'a aucun moyen de le vérifier, c'est que le compteur précédent n'était pas fiable et permettait des surconsommations que ne permet plus celui-ci. Donc ça veut dire que je consomme trop par rapport à l'abonnement que j'ai au jour d'aujourd'hui. Ils vous ont proposé une solution? La solution, c'est de changer d'abonnement et de passer à l'abonnement supérieur, donc à 9 kWh. C'est la réponse d'Enedis à tous les clients confrontés au même problème. Sauf que le nouvel abonnement coûte en moyenne 25% plus cher. Est-ce que vous avez décidé de souscrire un abonnement supérieur? Non, parce que nous, c'est pas de notre fait. Finalement, on a une installation qui fonctionne correctement. Et Enedis vient nous changer de compteur sans qu'on demande rien et ça dysfonctionne. Payer plus pour consommer autant, hors de question pour Jean-Daniel et Laurence. Ils réclament donc devant la justice le retour de leur bon vieux compteur. C'est le premier dysfonctionnement majeur que dénoncent les anti-Linky. Le compteur disjoncte dès que la consommation dépasse la puissance souscrite. Des milliers de Français se sont donc résignés à augmenter leur abonnement depuis qu'ils vivent avec le boîtier vert. Enedis, entreprise publique, avait pourtant promis que Linky ne coûterait pas un centime aux clients. C'est l'État qui a confié à Enedis cette nouvelle mission. Remplacer d'ici 2021 nos 35 millions de compteurs électriques par des compteurs Linky. 18 millions de ces boîtiers high-tech sont déjà installés. Dans ses clips promotionnels, Enedis se vante d'un déploiement massif en un temps record. Un déploiement sans accroc. Ou presque. Car certains récalcitrants ont déclaré la guerre à Linky. Comme Daniel Janel à Saint-Orens, dans la banlieue de Toulouse. Ce retraité de l'éducation nationale est aussi bon jardinier que bricoleur. J'ai procédé au barricadage de ce compteur en mettant une tige de fer là, qui est boulonnée et qui fait que si on veut changer ce compteur, on est obligé de pénétrer à l'intérieur de ma propriété.
C'est un peu extrême de barricader son compteur. Je me prémunis, si vous voulez, contre toute pause forcée de ce compteur. Ma crainte est celle-ci, c'est d'avoir, je dirais, une modification dans l'utilisation de tous mes appareils électroménagers. Et voilà. Et puis, c'est une forme d'intrusion dans ma vie privée. Dans son quartier, Daniel est un pionnier de la lutte. Il a alerté tous ses voisins, très attachés au respect de la propriété privée. Par exemple, cette personne ici a refusé. Ce matin, j'ai discuté avec une dame qui habite un peu plus loin, là, qui a un jeune enfant et qui est très inquiète. C'est même devenu un motif de plaisanterie entre Daniel et son voisin Joseph, lui aussi retraité. Alors si c'est pour poser le compteur, non. Il s'informe beaucoup sur Internet. Bonjour. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Sur les sites anti-Linky. D'après les commentaires qui sont faits en France et même à l'étranger, c'est un petit peu nocif pour la santé. Vous ne ferez pas, par exemple, habiter sous une ligne de haute tension, malgré qu'on est en train de dire que ça risque rien. Vous ne ferez pas habiter sous une antenne. Ouais. Donc, je suis, pour le moment, contre ce compteur. La question des ondes électromagnétiques émises par Linky préoccupe de nombreux opposants. Le compteur communicant émet pourtant moins d'ondes qu'une plaque à induction, par exemple. Et selon les autorités sanitaires, ne présente aucun risque. Ce qui exaspère Daniel et sa femme Josette, c'est qu'à Saint-Orens, la moitié des compteurs Linky ont déjà été posés, sans consulter les habitants. Vous trouvez que tout ça manque de transparence ? Je dirais que c'est le fondement même de la mise en place de ce dispositif. Il est fondé sur la mise devant le fait accompli des consommateurs qui n'ont qu'à s'exécuter sans avoir eu, je dirais, les informations nécessaires à leur prise de décision. Alors Daniel a fait pression sur la municipalité pour qu'elle organise une réunion d'information avec Enedis. L'entreprise publique avait accepté la présence de notre caméra, pas la mairie. Nous avons donc dû faire une entrée discrète et filmer en caméra cachée. La réunion est animée par Madame le maire et 2 représentants d'Enedis. La salle est bondée, des retraités pour la plupart, plutôt inquiets. Toucher à l'électricité, c'est toucher à leur vie quotidienne, au nom d'un progrès technologique dont ils ne voient pas l'utilité. La tension monte d'emblée. Quand vous dites que le compteur Linky va nous faire des économies, si on ne change pas notre matériel électrique, si on n'isole pas mieux sa maison, on aura toujours la même consommation. C'est que du baratin, c'est tout ce que c'est. Si vous permettez, monsieur. Non, laissez-le. Non, laissez-le parler. L'idée n'est pas de polémiquer, de hurler, de crier. L'idée est juste d'essayer de donner de l'information. Vous êtes en train de nous embrouiller. L'atmosphère devient carrément électrique autour de cette question cruciale. Les clients ont-ils le droit de refuser le compteur Linky ? Moi, on m'a posé le compteur Linky avant que je reçoive la notification comme quoi devait être posé. Je considère que c'est inacceptable. On nous impose des choses en nous racontant énormément de salariés. La loi oblige Enedis à installer les compteurs Linky. Elle ne prévoit cependant aucune sanction pour ceux qui refusent ces mêmes compteurs. Daniel et les autres sont donc libres de s'y opposer, mais ça, un des représentants d'Enedis préfère ne pas le leur dire. Donc sur l'obligation de pause, oui, les compteurs sont obligatoires. Maintenant, on est des êtres humains, on est une entreprise de services physiques. Il est hors de question, vis-à-vis de quelconque habitant que ce soit, vis-à-vis de quelconque client que ce soit, qu'on force une porte pour rentrer chez quelqu'un. Ces paroles apaisantes du représentant d'Enedis semblent pourtant contredites par un document interne de 2016 que nous nous sommes procurés. C'est une fiche intitulée « Que faire face au refus sur le terrain ». Elle est destinée aux installateurs, en grande majorité des sous-traitants, pour les aider à poser un maximum de compteurs. Dans la colonne de gauche, les situations de blocage.
Dans celle de droite, la conduite à tenir par les poseurs. Exemple. Affiche à l'entrée de l'immeuble ou de la maison refusant Linky. Ne pas tenir compte de l'affiche. Cadenas, affiche sur le compteur, casser le cadenas si besoin. Enedis a prévu tous les cas de figure, y compris que le client fasse appel à la gendarmerie ou à la presse. Dans ces situations extrêmes, Enedis conseille aux poseurs de faire demi-tour. L'entreprise publique affirme aujourd'hui que ces consignes ont été abandonnées. Pourtant, en décembre 2017 à Pau, cet immeuble aurait fait l'expérience des instructions musclées données aux poseurs. Lucie Abadia et toute la copropriété se sont opposés au compteur Linky lors d'une assemblée générale exceptionnelle. Cette petite résidence fait office de petit village gaulois. La décision a été unanime contre le Linky. On a voilà, c'est affiché. Ça s'adresse exactement à Solution 30, qui est le prestataire de service de Enedis. Déjà, la première infraction, c'est de passer cette porte alors qu'on leur a dit de ne pas passer. Lucie n'habite pas l'immeuble. Ici, cette affiche arrachée l'a été par Enedis. Mais elle y vient tous les jours pour rendre visite à sa mère. C'est moi. C'est moi. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va. À 89 ans, Denise Ollès menait jusqu'alors une vie paisible. Son seul acte de rébellion, avoir écrit à Enedis pour refuser le compteur Linky. Le 22 décembre 2017, elle est seule dans son appartement. On a sonné à ma porte, j'ai ouvert confiante et je me suis trouvée face à un jeune homme qui avait une grande feuille de papier qui me la plaque sur le visage en me disant « Madame, vous allez me laisser placer le compteur ». Et il s'est avancé, mais si madame, il me plaquait la feuille sur le visage d'une façon agressive. Donc, j'ai reculé, la porte était ouverte. Lui, il s'est avancé et je me suis retrouvée assise. Alertés par les cris, des habitants viennent au secours de Denise. La vieille dame fait un malaise. Ses voisins font sortir l'installateur de son appartement. Lucie arrive quelques minutes plus tard et une dispute éclate avec le poseur Linky. Il a porté plainte contre Lucie, qui l'accuse de l'avoir frappée. De son côté, sa mère a porté plainte, elle aussi, contre le poseur. Oui, je ne comprenais pas l'attitude de ce garçon. Simplement pour placer un compteur, il prend des allures de matador. L'enquête est en cours, et ce n'est pas la seule en France. D'autres clients ont porté plainte eux aussi contre des poseurs Linky pour agression. En attendant que l'affaire de Pau soit éclaircie, Enedis et son sous-traitant tentent toujours de convaincre Denise d'accepter le compteur de la discorde. Quand vous recevez des pages entières de textes de loi à respecter, je comprends que ça fasse peur. Mais en fait, tout ça, c'est du vent et du bidon. Moi, je crois que toute cette affaire-là, ils pensaient que ça allait marcher comme sur des roulettes parce que les gens n'allaient pas comprendre. Évidemment, on arrive en disant c'est obligatoire. Ben non, c'est pas obligatoire parce qu'on a le droit de refuser. On est en République, on a des lois, il convient juste de les faire appliquer et on n'aura pas tous ces désagréments. L'entreprise Enedis ferait-elle pression sur ses sous-traitants pour tenir les délais du déploiement? C'est ce qu'affirment sous couvert d'anonymat Simon et Clément. Ces deux poseurs de compteurs viennent de terminer leur contrat chez Solution 30, le principal sous-traitant d'Enedis. Des contrats de travail avec des objectifs chiffrés. Vous pouvez avoir entre 8 et on va dire 12-15 compteurs par jour à faire. En 7 heures de travail, sans compter la route, c'était quasiment impossible. Certains faisaient 5-6 compteurs grand maximum par jour. Et ces gens-là, on leur mettait une pression en leur disant qu'ils ne travaillent pas assez. Chaque compteur posé leur rapporte des points. Plus ils installent de Linky, plus ils peuvent espérer toucher une prime qui s'ajoute à leur SMIC. Le meilleur chez nous avait réussi à poser, je crois, 18 compteurs en une journée. Son plus gros salaire a été de 1 800 € brut. Se mettre en danger pour ça, ça vaut pas le coup. Disons qu'aujourd'hui, que ce soit Solution 30 ou Enedis, vous n'avez rien compris, c'est que travailler en rapidité ne rime pas avec sécurité. Voilà. Plus on vous en demande, moins vous travaillez en sécurité. Donc plus vous travaillez vite, plus vous avez des chances de faire des conneries. Simon et Clément sont bien électriciens, mais ce n'est pas le cas de tous les poseurs. L'un de leurs camarades, par exemple, était boulanger. Le recrutement ne semble pas très exigeant. D'après ses documents officiels de formation, il suffit d'être habile de ses mains et d'avoir le permis de conduire. Après une formation de 21 jours,
les nouvelles recrues peuvent poser leur premier compteur Linky. On a eu un jeune donc, qui était juste rentré dans la société, ça faisait quoi, 1 mois à peu près qu'il était là. Donc il a fait son changement de compteur, ça fait un arc électrique, court-circuit, flamme, début d'incendie. Voilà, c'est arrivé donc la journée, heureusement quelqu'un passait dans la rue, il a vu les flammes, il a appelé les pompiers, donc les pompiers sont intervenus rapidement. Ça serait arrivé en pleine nuit, il aurait pu y avoir des morts. Ça, c'est un jeune technicien qui a inversé 2 fils. Voilà, tout à fait, manque de formation. Malgré des incidents récurrents, la pose de compteurs Linky reste très rentable pour les sous-traitants. Le principal, Solution 30, dont le siège social est au Luxembourg, a enregistré des bénéfices particulièrement importants ces dernières années. Sollicitée à plusieurs reprises, l'entreprise n'a jamais répondu à nos questions. Depuis le début du déploiement de Linky fin 2015, la presse se fait régulièrement l'écho des différents problèmes que nous avons recensés. Le compteur Linky disjoncte 22 fois en 3 jours. Blessé à 73 ans en s'opposant à Linky. Linky, l'installation tourne au désastre. Face à ces incidents à répétition, Enedis a accepté sans difficulté de nous ouvrir ses portes. Bernard Lassus est le directeur du programme Linky. Il est entré chez EDF il y a plus de 40 ans et c'est un spécialiste des dossiers sensibles. Alors vous voyez, il y a 2 sortes de compteurs. Il y a les compteurs triphasés, on rencontre plutôt dans le rural et puis pour les professionnels. Et puis chez les clients, je dirais, classiques, on va trouver ces compteurs-là. Pour lui, ces incidents sont minoritaires. On a, pour vous dire, à peu près 0,67% de réclamations. C'est que les choses se passent dans la très 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 grande majorité plutôt bien. 0,67%, nous avons fait le calcul. Cela fait 73 700 foyers mécontents, l'équivalent d'une ville comme Brest ou Clermont-Ferrand. Il faut accepter les petits défauts. Par contre, ce qu'il faut, c'est les corriger le plus vite possible. Vous dites que c'est des petits défauts, mais là on parle de poseurs qui ont violé des propriétés privées. On parle parfois de gens qui ont été agressés, qui ont porté plainte pour ça, pour des intimidations. Mais là, s'il y a ces comportements et s'ils existent, eh bien là-dessus, nous réagissons de suite auprès de l'entreprise de pose. Mais je pense que c'est pas tout blanc, tout noir. Et je pense qu'en ce moment, on a aussi des comportements qui sont inacceptables vis-à-vis des poseurs. Un grand projet industriel comme celui-ci, qui adresse 35 millions de foyers, je crois que le fait de s'améliorer sans cesse, c'est inhérent à ce genre de projet. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut écouter, dialoguer, et puis voilà. Selon Bernard Lassus, toutes ces inquiétudes sur Linky proviendraient donc pour l'essentiel d'un problème de communication. Alors l'entreprise publique multiplie les réunions d'information. Comme ce soir, à Montluel, près de Lyon. Cette fois, nous sommes les bienvenus. L'assistance est plus jeune et semble très bien informée. Elle va soulever une nouvelle interrogation. Je voudrais savoir si les compteurs Linky sont capables de relever des données un peu en continu, du type à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, combien de personnes il y a dans mon foyer. Ça pose des vraies questions au niveau de nos vies privées quand même. Permettez-moi de dire que... Ses adversaires prétendent en effet que Linky serait un espion dans votre maison. Par défaut, le compteur collecte vos données toutes les demi-heures et les communique une fois par jour à Enedis. Vous pouvez les consulter dans un espace sécurisé sur Internet. Les fournisseurs d'électricité, EDF, Engie ou Direct Énergie y ont aussi accès. Ces entreprises peuvent ainsi savoir les jours où vous êtes chez vous et ceux où vous n'y êtes pas. Techniquement, le compteur est même configuré pour pouvoir prélever vos données toutes les 10 minutes. Une possibilité qu'Enedis n'utilise pas encore, mais qui inquiète la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Dès 2012, elle s'alarme de cette collecte, appelée ici la courbe de charge. Une courbe de charge de 10 minutes permet notamment d'identifier les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d'absence, ou encore, sous certaines conditions, le volume d'eau chaude consommé par jour, le nombre de personnes présentes dans le logement, etc.
La courbe de charge peut ainsi permettre de déduire de très nombreuses informations relatives à la vie privée des personnes concernées. D'après des chercheurs allemands, les informations pourraient même être plus précises encore. En fonction de la puissance consommée, il serait possible de déduire quel type d'appareil vous êtes en train d'utiliser. Mais qui ces données peuvent-elles bien intéresser? Les opposants citent quelques exemples. Si vous consommez beaucoup l'hiver, ils affirment que des vendeurs de solutions d'isolation pourraient vous bombarder de publicité. Autre scénario imaginé par les anti-Linky, si la lumière est souvent allumée chez vous la nuit, vous êtes peut-être insomniaque, en mauvaise santé. Votre mutuelle pourrait vous faire payer plus cher vos mensualités. En fait, nous, on s'est intéressé au contexte dans lequel tout ça intervient. Et comme vous le savez, Linky, c'est un système, c'est un objet connecté. Parmi les adversaires déterminés du compteur, Sonia, une militante de Grenoble, dénonce cette collecte massive d'informations. Le vrai motif de l'installation de Linky, c'est bien de pouvoir récolter des données sur notre consommation, c'est-à-dire sur notre façon de vivre dans nos maisons, et ensuite de pouvoir les valoriser. Ils ont une équipe interne qui s'appelle la Fabrique numérique, de data scientists, c'est le nom de ces gens-là qui s'intéressent à nos données, et qui travaillent à réfléchir à nous cibler pour nous vendre ensuite des offres, des produits, des services, et créer de nouveaux besoins, en fait, parce que tout ça, c'est pour toujours continuer à nous vendre des nouvelles choses. Les données personnelles, les data, c'est le marché en pleine expansion. Dans un lieu tenu secret à Lyon, Enedis surveille chacun des 18 millions de compteurs intelligents déjà posés en France, pour s'assurer qu'ils communiquent bien leurs données. On voit que les compteurs là, collectent tous bien. Au travers de cet écran, on peut soit avoir une vision France entière, donc on peut comparer au niveau des régions. Ensuite, on peut zoomer sur un quartier, une maison. Chaque petit point, vert fluo évidemment, correspond à un compteur Linky. Le bien nommé centre Hypervision les a à l'œil en permanence. Et là, ça, c'est un outil. Donc Big Brother, c'est ici. Nous, on n'est pas un Big Brother, on est un service public. Notre ambition, c'est de faire que toutes ces données circulent correctement, en toute sécurité, de manière cryptée, sachant que nous, on ne vend pas de données. Voilà, et donc, on est simplement une entreprise de service public qui essaye de faire correctement son métier. D'autres entreprises de service public, la Poste, par exemple, a vendu des données. Alors, la Poste fait ce qu'elle a à faire. Moi, je sais ce que nous avons à faire. Et nous sommes, nous, un service public très encadré. En attendant, le programme Linky fait déjà les bonnes affaires d'Enedis. D'après un rapport publié en février 2018 par la Cour des comptes, le distributeur d'électricité devrait au final empocher 500 millions d'euros de bénéfices. Des conditions avantageuses pour Enedis, un financement assuré par les usagers. Chaque compteur coûte 130 €. Et cette somme sera prélevée progressivement via une taxe sur les factures des clients. La conclusion de la Cour des comptes sur le programme Linky est implacable. Le système n'apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de la demande d'énergie. En clair, Linky ne serait pas synonyme d'économie d'énergie pour les Français. En revanche, grâce au pilotage du réseau à distance, Enedis pourrait réaliser des économies de personnel et de fonctionnement. Alors que la consommation d'électricité devrait continuer à augmenter, c'est du moins ce qu'affirment certains opposants au projet, comme Sonia. Les objets connectés, le big data, mais aussi la voiture électrique, ça va faire exploser la demande et même les ingénieurs disent que le réseau français il n'est pas capable d'absorber cette demande. Et simplement avec Linky et le pilotage centralisé, on espère pouvoir mieux diriger, disons, la distribution d'électricité en fonction des besoins selon les heures, les quartiers. Donc par exemple, on pourra baisser chez vous le chauffage pendant 1 heure sans que vous vous en rendiez compte, ou déclencher à l'inverse votre chauffe-eau sans que vous le sachiez, parce que ça arrange la gestion globale du système. Pendant qu'on coupe l'électricité, enfin votre chauffage pendant 1 heure, eh ben on va affecter l'électricité aux recharges d'une voiture électrique, par exemple. Donc on perd la main en fait sur le contrôle de nos maisons, de nos vies. Des maisons, des villes, un pays hyper connecté. Enedis considère Linky comme un élément essentiel à la transition énergétique. Et l'État ne lui laisse pas le choix.
L'entreprise publique devra payer des pénalités si en 2024 elle n'a pas équipé, coûte que coûte, tous les foyers français de leur compteur Linky. Regardez ces visages, elles sont rwandaises, chefs d'entreprise, artistes ou députés, et elles incarnent aujourd'hui la renaissance d'une nation. 25 ans après le génocide qui a fait plus de 800 000 morts, ces femmes ont repris le pays en main et ça marche. Grâce à elles, le Rwanda s'est relevé de manière spectaculaire. Économie, éducation, droits des femmes, un petit miracle sur fond de réconciliation nationale. Le pays des femmes, c'est un reportage de Michael Stanke et Paul Cabanis avec Babel Doc. Ces collines paisibles ont été le théâtre d'un génocide qui a fait près de 1 million de morts. C'était il y a 25 ans. Quand le conflit s'achève en juillet 1994, le Rwanda est en ruine, traumatisé. Petit à petit, il va se relever grâce à ces femmes. Des femmes fortes, résolues, comme Épiphanie. Elle avait tout perdu, son mari et une grande partie de sa famille. Elle est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes plantations de café, l'un des meilleurs du continent. Épiphanie a d'abord acheté quelques parcelles à des paysans et créé des coopératives. Aujourd'hui, elle exporte son café dans le monde entier. Elle fait vivre plus de 7000 familles. Moi, je n'embauche pas que des hommes. Je fais travailler aussi les femmes et on travaille tous ensemble. Je ne fais pas de distinction entre les sexes. Par exemple, cette femme-là, elle est propriétaire de sa parcelle et elle me vend son café, on travaille ensemble. Et lui, derrière vous, c'est pareil. Il travaille pour moi. Illettrée, sans argent, elle a dû trouver le courage de se reconstruire pour nourrir ses 7 enfants. Je me suis engagée dans l'exploitation du café après le génocide. Mon mari avait été tué. Avant cela, j'étais une femme qui s'occupait des affaires internes de la maison. Et lui, il s'occupait de l'achat et du commerce du café. Les seuls survivants de ma famille étaient mes enfants. Il fallait bien que je les nourrisse et on avait tout perdu. Alors j'ai commencé à vendre du café et puis j'ai proposé aux agriculteurs de travailler avec moi. Épiphanie n'est pas une exception. Plus de la moitié des plantations sont dirigées par des femmes. Un secteur très important au Rwanda, il rapporte chaque année 89 millions d'euros. Les femmes sont devenues essentielles au développement du pays. Épiphanie consacre une partie de son argent à améliorer le quotidien des habitants des villages alentours. Elle fait construire une école pour les enfants des femmes qu'elle emploie. Nous avons prévu de mettre la cantine ici pour les enfants. Là, on disposera les tables et les chaises pour l'accueil de tous les élèves. Ils pourront s'asseoir pour déjeuner et défileront les uns après les autres pour manger. Et plus loin, là-bas, ce sera la cuisine. Vous pouvez venir voir. La future école maternelle accueillera près de 200 enfants. Dans cette région très pauvre, Épiphanie est une bienfaitrice. J'ai eu l'idée de faire construire cette école maternelle pour que les enfants du district puissent aller à l'école au moment où leur mère travaille dans les champs de café. Au lieu de courir dans les rues et d'être livrés à eux-mêmes, ils seront bientôt pris en charge dans cette future école. Épiphanie consacre toute son énergie à la transformation de son pays. Elle symbolise toutes ces femmes qui aujourd'hui triomphent au Rwanda. Dieu a donné à la femme et à l'homme une intelligence égale. Il faut donc s'en servir. Ici, les hommes ne sont pas jaloux.
Ils savent que si eux travaillent, les femmes doivent aussi travailler. Il ne faut pas avoir de complexe. La chose la plus importante, c'est d'oser. Au printemps 1994, c'est un génocide de masse qui dévaste le Rwanda. En 3 mois, près d'1 million d'hommes, femmes et enfants, en grande majorité des Tutsis, sont massacrés par la population et le pouvoir d'origine Hutu. Parce qu'il n'y a plus assez d'hommes, les femmes sont encouragées à prendre leur place pour reconstruire le pays. 25 ans plus tard, le Rwanda est métamorphosé. Avec un taux de croissance à 8%, il est devenu l'un des États les plus dynamiques du continent africain. Le petit Singapour, la Suisse de l'Afrique, les surnoms ne manquent pas pour qualifier la réussite de ce petit pays de seulement 12 millions d'habitants. Les femmes s'imposent partout, à la tête des entreprises, en politique, dans le monde artistique. Elles jouent un rôle déterminant dans la transformation du pays. Voici comment le Rwanda est devenu le champion du monde du féminisme. À 34 ans, Diane Douzaïdi dirige l'une des start-up les plus prometteuses d'Afrique. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Autour de la table, les cadres de son entreprise. Responsables du marketing, des ventes et du personnel. 7 femmes et seulement 3 hommes. Pour le mois de septembre, les chiffres sont de 5160 commandes et le chiffre d'affaires a été de 12 500 €. Diane est diplômée d'une grande école de commerce. Avant de prendre la direction de cette start-up, elle travaillait dans le secteur bancaire et dirigeait déjà des hommes. Qu'est-ce que tu penses pouvoir atteindre comme objectif pour le mois d'octobre? Tu me dis 8000 commandes, franchement, si tu y arrives, je te donne tout mon salaire. Oui, bien sûr. On peut le faire, c'est sûr. L'objectif, c'est décembre. Si tu penses que tu peux le faire, montre-nous comment. C'est facile pour vous d'avoir Diane comme patronne? Oui. Elle est cool, compréhensive, donc c'est facile. Avec sa vingtaine de jeunes salariés, Diane a créé une plateforme web et une application pour smartphone. Elle fait livrer à domicile des produits contraceptifs aux femmes rwandaises, un concept 100% féminin, une révolution en Afrique. Dans le monde entier, les femmes sont souvent gênées d'acheter des serviettes hygiéniques dans un supermarché ou des préservatifs. Imaginez si votre patron ou un ami est derrière vous. Donc, la confidentialité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour les femmes au Rwanda. Un système rapide, simple, efficace et qui fonctionne. Diane a travaillé 20 ans au Canada avant de revenir s'installer dans son pays d'origine. Vous savez, les gens vont là où il y a de bonnes opportunités. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de Rwandaises sont d'abord allées aux États-Unis ces dernières années. Mais quand tu te rends compte que tu as les mêmes opportunités dans ton propre pays, évidemment, tu as envie de revenir. Au Rwanda, la moitié des diplômés de l'université sont des femmes. Il y a 10 ans, elles n'étaient que 6%. Diane Douzaïdi représente une génération de femmes modernes, éduquées et combatives. Gauche, droite, aussi vite que tu peux. Ça va être long. 3 minutes. Combien de minutes? 3 minutes. 3? Les femmes rwandaises faisaient déjà du business il y a longtemps, en vendant du lait ou des vêtements. Mais la vraie différence aujourd'hui, c'est que moi je fais partie d'une nouvelle génération, celle d'après le génocide, celle qui crée ses propres business et donc qui crée des emplois. Pour moi, vraiment, c'est une fierté d'appartenir à cette génération. Ok. Ça y est, c'est fait. La génération de Diane a aussi vécu une révolution politique unique en Afrique. Depuis 2003, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution et elle s'applique tous les jours.
Dans les ministères et les administrations, plus de 30% des postes doivent être attribués à des femmes, un cas unique au monde. Depuis, elles sont de plus en plus nombreuses à se présenter aux élections locales. Nous partons à 150 km de Kigali, la capitale, dans l'ouest du pays, à Rutsiro. Élue il y a 2 ans, Emerence Ayinkamille est la maire d'un district de 350 000 habitants, une femme de terrain. Ce matin-là, elle visite une école. Emerence est une ancienne enseignante. Et quand Madame la maire se déplace, elle est accueillie avec les honneurs. Merci. Merci. Dans cette école, des garçons et beaucoup de filles. 65% des filles sont scolarisées au Rwanda. C'est le taux d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique. Vous savez qui je suis? Tu es la mère, Emerence. Tous ceux qui s'engagent à rester à l'école lèvent le doigt. Il y en a qui ne lèvent pas le doigt, ça veut dire qu'ils vont quitter l'école. Applaudissez-vous si vous vous engagez à rester à l'école. Dans les écoles de campagne, les élèves ont tendance à quitter les cours en pleine journée pour travailler dans les champs avec leurs parents. Pour éviter l'école buissonnière, Madame la maire envisage de clôturer l'établissement. Une décision forte qu'elle est venue expliquer aux élèves plus âgés. La lutte contre l'absentéisme est sa priorité. Elle connaît chaque élève et ne manque pas de les rappeler à l'ordre. Issa, où étais-tu passé? J'étais malade. J'ai pensé que les autres avaient avancé et que je ne pouvais plus rattraper les cours perdus. Je me suis dit que ce n'était pas la peine de revenir à l'école. Et tu as décidé de revenir? Applaudissez-le. Je suis une mère comme mère et une mère comme maman. C'est pas vrai? Hey. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Dans quelques jours, aura lieu la journée mondiale de l'éducation en présence de ministres. Alors, dans sa mairie flambant neuve, Emerence a réuni ses plus proches collaborateurs pour discuter de l'organisation. Elle a convié le vice-maire et le chargé d'éducation. Encore des hommes sous la direction d'une femme. Il y a quelques années, cette scène était inimaginable au Rwanda. Avant le génocide, aucun élu n'était une femme. Il faut qu'on sache combien de personnes du district vont venir à la cérémonie. Et combien exactement nous avons invité de personnalités. J'ai aussi demandé à ce que l'on vous prépare un discours avec un bon passage sur l'éducation. Vous pourrez y jeter un coup d'œil dès ce soir. En 2019, l'autorité d'une femme devenue mère s'est définitivement imposée aux hommes. Seule la compétence compte. Avant, la femme n'était pas censée avoir des responsabilités. Et comme c'est celle-ci, on disait que les femmes ne sont pas capables. Nous sommes capables de faire comme nos frères. Nous sommes majorité ici dans notre pays. C'est une force à ne pas ignorer. Et surtout que nous avons l'intelligence, nous avons la force comme nos frères. Les femmes connaissent une ascension fulgurante au Rwanda. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'image est frappante. Les femmes députées sont partout. Le Rwanda est le seul pays au monde avec une majorité de femmes à l'Assemblée. Sur les 80 sièges que compte son Parlement, 51 sont occupés par des femmes. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux députés de notre Parlement. Même la présidente de l'Assemblée est une femme. Donatille Mukabaliza a été députée, sénatrice et haut fonctionnaire à l'ONU. Vous allez voir comment vous allez vous positionner. Oui, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude des images.
Son conseiller nous a accordé 10 minutes d'entretien avec Dolatil Mukabaliza. On ne peut pas laisser les femmes derrière. Et les femmes ont été exclues depuis très longtemps, avant 1994. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque, elles n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation de son mari. Et là, ça constituait un frein au développement du pays. Ce n'est pas une faveur qui est faite aux femmes. C'est une question de droit de la personne. Les femmes rwandaises ont appris à vivre avec les blessures du passé. Le régime a imposé aux victimes et aux bourreaux un programme basé sur le dialogue et le pardon. Godlive Mukarazi a accompagné des centaines de victimes de violences sexuelles. Cette travailleuse sociale a créé des groupes de parole. Cela fait 20 ans qu'elle va à la rencontre des femmes dans tout le pays. Pendant le génocide, quand je voyais ma famille pourchassée pour être tuée, je demandais à Dieu de me garder mes enfants. Et j'ai dit que si mes enfants étaient survivants après le génocide, j'allais entreprendre une action charismatique envers les vulnérables. Toutes ces femmes, des cultivatrices, ont été violées pendant le génocide. Chaque semaine, elles suivent un programme d'aide psychologique avec Godlive. Vous devez pardonner à toute la famille. Peut-être que toute votre famille a été tuée pendant le génocide. Mais si l'une d'entre vous se retrouve mariée à un homme dont la famille était du côté des tueurs, vous allez vous retrouver parmi eux seuls et isolés. Si vous ne réussissez pas à pardonner à votre nouvelle famille, ça ne marchera jamais. Pour pardonner et accepter leur douleur, ces femmes ont besoin d'extérioriser leur souffrance, même 25 ans après. On estime à 300 000 le nombre de femmes violées pendant le génocide et à plusieurs milliers les enfants nés de ces viols. Faire accepter ces enfants par leur mère fait partie du travail de Godlive. Ça va, Vestine ? Vestine a été violée par un milicien hutu à l'âge de 20 ans. Sa fille, au foulard rouge, a aujourd'hui 25 ans. Malgré les années, il est toujours difficile pour les deux femmes de s'asseoir l'une à côté de l'autre. Le plus dur pour moi, c'est que cet homme m'a non seulement violée, mais a aussi tué mes enfants. Il m'a aussi blessée à la jambe. J'ai porté cet enfant qui est ici à côté. À chaque fois que je regarde ma jambe blessée ou que je pense à mes parents tués par cet homme, c'est très douloureux. Quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui s'était passé, les gens dans la rue, les voisins me disaient que j'étais un enfant de tueur. Et on se haïssait avec ma mère. Quand je rentrais à la maison, je lui lançais des pierres. Et je lui disais, « Je sais que tu ne m'aimes pas. Et moi, je ne t'aime pas non plus. » Après des années de haine, Godlive a permis à ces deux femmes de se retrouver. Cette mère dit même avoir pardonné à l'homme qui l'a violée. Vestine et sa fille ont fait un long chemin pour en arriver là. Se réconcilier et pardonner aux ennemis d'hier.
un effort considérable demandé aux femmes rwandaises. Qu'en est-il aujourd'hui? Au Rwanda, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans et n'a donc pas vécu le génocide. Hope Azeda travaille avec cette nouvelle génération. Metteur en scène et chorégraphe, elle est très populaire dans son pays. Ses spectacles sont joués dans toute l'Afrique et questionnent à la fois l'histoire du Rwanda et la place des femmes. Elle est régulièrement invitée sur les plateaux télé pour parler de féminisme. L'émission de Cédric, le présentateur vedette, est très suivie. Où sont les femmes? Elles seront là, bientôt, bientôt. Allez, allez. Bonjour et bienvenue dans notre émission 90 degrés. Aujourd'hui, nous sommes chanceux et heureux de recevoir une de nos fameuses artistes, Hope Azeda. Hope, dis-nous de quelle manière tu te sens féministe? Je ne sais pas ce que signifie vraiment le féminisme, parce que pour moi, ça a toujours existé. Je pense qu'il s'agit d'un environnement que l'on crée pour promouvoir les femmes. C'est très important, parce que les femmes sont des vrais piliers de la société pour le développement d'un pays. Nous avons donc besoin d'être soutenus. Au Rwanda, la jeunesse a intégré l'importance de l'égalité entre les sexes. Les femmes peuvent désormais compter sur le soutien des hommes. Une des raisons pour lesquelles nous parlons de féminisme aujourd'hui est d'encourager les jeunes filles et les hommes à prendre leurs responsabilités, à être courageux, spécialement en Afrique, où les anciennes mentalités sont encore ancrées dans les esprits. L'idée est de travailler ensemble, hommes et femmes, pour que disparaisse ce vieil état d'esprit. Hope Azeda a choisi de combattre les vieilles mentalités par la danse et le théâtre. Dans sa troupe, hommes et femmes dansent et jouent ensemble. Son spectacle raconte l'histoire du génocide à travers les yeux d'un enfant. Quel genre d'homme peut tuer un bébé? Un homme qui n'est pas né pour haïr, mais qui a appris à haïr. Un homme comme toi ou un homme comme moi? Est-ce que tu peux chanter « Pourquoi » en les questionnant avec le même ton? Notre art est notre seule compétence et notre seule arme pour changer les mentalités. Et notre troupe utilise l'art comme un canal pour aider à la transformation du pays. Quand le génocide des Juifs s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier a dit plus jamais ça. 50 ans plus tard, un autre génocide s'est produit ici, au Rwanda. Ce n'est pas seulement une histoire rwandaise, c'est une histoire universelle. Nous utilisons nos histoires, notre expérience, pour que le public ait conscience qu'un génocide peut arriver n'importe où. Dans son spectacle, ni Hutu, ni Tutsi. Les ethnies n'existent plus. Ces jeunes se sentent avant tout rwandais. Je suis sûr que le Rwanda est un espoir, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Ça fait 24 ans, bientôt 25, et vous pouvez aussi regarder vous-même de là où on vient et là où on est maintenant. Et ça donne espoir que quelqu'un peut être couché par terre aujourd'hui et demain se relever et faire des grands exploits. En tant que femme, ce que je me dis, c'est que
Faire un bébé, ça prend 9 mois. Et il suffit de 20 secondes en temps de guerre pour tuer ce même bébé. Alors pour donner la vie, il faut un environnement paisible. Ils sont jeunes et marqués à vie par la tragique histoire de leur pays. Mais en 2019, dans un Rwanda apaisé et tourné vers l'avenir, ils osent rêver de réussite. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Nos reportages restent bien sûr disponibles sur notre site franceinfo.fr. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.